vais essayer de vous parler des case managers. Alors, effectivement, comme le soulignait Marion, c'est un domaine d'intérêt. Un certain nombre d'entre vous, un certain nombre de centres experts ont déjà des réflexions antérieures, le développement des centres experts ou plus récentes sur l'utilisation des case managers, mais je vais essayer de préciser les choses parce que, en fait, c'est quand même un sujet, comme on le verra, où il y a beaucoup de confusion, et si je devais poser des questions extrêmement précises sur le case management à un certain nombre de collègues au sens large, je pense que ça serait assez surprenant. Tout ça pour dire que ça me paraît utile. Et deuxièmement, on va parler de la pratique avancée parce que j'ai été pas mal impliqué pour différentes raisons, assez précocement dans le développement du diplôme d'État et d'un grade de master de pratique avancée, et particulièrement de la mention psychiatrie et santé mentale. Et vous savez que c'est quelque chose qui existe maintenant. Depuis, la mention a été validée il y a un an, hein, publication au JO en août 2019. Hein. Et en fait, je vais revenir là-dessus très rapidement. C'est des nouveaux professionnels, mais avec tout un tas de questions qui se posent, et l'articulation avec la notion de case management et de case manager est importante. Alors, pour commencer, de quoi parle-t-on ? En fait, globalement, c'est un terme générique. Alors, vous voyez, j'ai mis des slides avec pas mal d'informations. Je vais pas essayer de pas lire ça, mais effectivement, le case manager, case management, c'est vraiment un terme très générique. Dans ce terme générique, on voit qu'il y a plein de définitions qu'on peut retrouver. Donc, j'en ai pris une parmi d'autres. Donc, gestion et coordination de l'ensemble des soins médicaux, paramédicaux, psychologiques de bien-être nécessaires pour répondre aux besoins et souhaits des personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, on voit, l'idée, c'est gestion-coordination. On va y revenir parce qu'en fait, c'est un élément important de ce qu'est le case management, mais en fait, qui recouvre pas toutes les définitions du case management. Donc, en fait, effectivement, c'est pas simplement une pratique qui pourrait être banalement administrative, hein, la gestion, la coordination. Est-ce que ça recouvre simplement ça? C'est vraiment une question. Et l'idée, c'est de répondre aux besoins de la personne. Alors, lorsqu'on regarde ces objectifs de case management, en fait, on voit différents types d'objectifs qui peuvent être retrouvés dans les différentes littératures qu'on peut avoir un peu partout. Alors, vous voyez, premièrement, je les ai séparés, hein, j'ai fait quatre blocs. Hein. Utilisation optimale des capacités du patient, de son entourage et des soignants proches. Ça veut dire quoi? C'est quand même quelque chose qui est centré sur une logique d'utilisation des compétences du sujet, de ses capacités, mais également de son réseau d'entourage familial et de soignants. Donc, en fait, on a vraiment quelque chose qui est centré sur la personne et son environnement, avec l'idée d'optimiser, de l'aider à optimiser ses capacités. Un objectif, l'accroissement de la satisfaction et de la qualité de vie donc des patients et des aidants proches, donc a fait que, une fois de plus, quelque chose qui est centré sur le patient et son environnement. Et puis, on a deux autres catégories d'objectifs, l'amélioration de la communication et de la collaboration entre les différents intervenants, avec un accroissement de leur satisfaction personnelle. Donc, en fait, ça, c'est intéressant parce que l'idée, c'est de favoriser, et là, on est dans la gestion-coordination qu'on évoquait précédemment, on est sur vraiment l'idée d'avoir une action sur la manière dont les professionnels interagissent entre eux, et dans la logique des soins et de l'articulation soins somatiques, soins psychiatriques, ça prend toute sa vigueur comme modalité, comme objectif, pardon. Garantir des soins intégrés en tenant compte des besoins et augmentation de l'adéquation des ressources en santé avec, par exemple, la possibilité d'accès aux spécialistes en fonction effectivement des besoins et des soins du patient. Donc, on voit toute une dimension là qui est beaucoup plus dans la coordination, les interactions professionnelles et donc avec vraiment quelque chose qui est assez différent des éléments précédents. Et puis, un objectif qui est beaucoup plus général, mais qu'on peut considérer comme un objectif de représentation de l'organisation d'un dispositif de soins, c'est la promotion de la continuité des soins, très important, et on connaît cette importance dans les pathologies qu'on prend en charge, avec la nécessité, l'importance pour éviter les rechutes, avec la prévention des hospitalisations et du recours, et puis
un élément qui est important en particulier sur la pathologie chronique et donc on peut retrouver aussi en psychiatrie la prévention d'un placement précoce en institution qui fait référence souvent à la prise en charge dans la psychiatrie de la personne âgée, par exemple, mais avec vraiment des interrogations sur la capacité de maintien de l'autonomie. Donc, vous voyez, quand on parle de case management, on parle de choses qui sont centrées sur la personne, centrées sur les interactions des professionnels entre eux et centrées sur l'optimisation de l'utilisation du système de santé. Donc, on voit quand même des conceptualisations assez différentes. Alors, le disease management, en fait, c'est une autre terminologie qu'on emploie. Et dans cette notion de disease management, en fait, c'est un système coordonné d'intervention et de communication en matière de soins, vous voyez, chez les sujets atteints de pathologie chronique. En fait, dans ce cas-là, on voit bien que quand on parle de disease management, on est plus dans la logique qui est une partie de ce que peut être l'activité de case management qui a été identifiée. C'est plus une prise en charge qui est la coordination de la prise en charge pour faire le lien. Et donc, problème très important dans le domaine de la psychiatrie, et comme je le dis, des coordinations avec les soins somatiques, mais pas seulement, les liens avec, par exemple, le dispositif médico-social, les liens avec beaucoup de sortes d'intervenants. Et donc, c'est l'idée de pouvoir à modifier ces pratiques entre professionnels. Mais dans ce cas-là, le disease management ne se focalise pas sur le sujet en lui-même, et donc la notion d'optimisation des compétences et de l'empowerment, c'est-à-dire se centrer sur les besoins et les désirs du sujet, et ben, en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, en fait, ce case management, ça, si on essaie de faire le lien, c'est une vision de type disease management, mais qui essaie de développer chez les soignants une expertise clinique. Et ça, c'est un élément important. Il y a vraiment une notion d'expertise clinique et une expertise organisationnelle. Et donc, c'est l'organisation et l'articulation entre les deux. Alors, les typologies des modalités de case management, en fait, si on les formule comme ça, c'est parce que, en fait, dans ce cas-là, on voit bien, alors c'est l'évolution historique. Hein. Initialement, alors, j'ai traduit ça case management de courtage, c'est brokerage, c'est les brokers, les courtiers, en fait, qui articulaient les besoins pour les patients, pardon, faisaient des articulations avec les professionnels et les institutions. Et donc, c'était comme on mettait en lien, et ça a été historiquement l'organisation dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant des parcours de soins, de ces moyens-là. Et puis, on s'est orienté vers un case management clinique avec une orientation plutôt sur la personne. Et donc, dans ce cas-là, cette orientation sur la personne, elle se centre sur effectivement l'identification de l'état clinique de la personne, de ses compétences, de ses déficits et la manière dont on peut optimiser les compétences, essayer de compenser les déficits et donc avec une orientation assez différente. C'est un auteur qui a travaillé qui a publié beaucoup sur le case manager en psychiatrie qui disait le case manager clinique, c'est un compagnon de voyage, on accompagne les gens dans un parcours, pas un agent de voyage, pas celui qui organise les différentes étapes, mais qui n'accompagne pas. Donc on voit, c'est une image, on peut discuter de cette image-là, mais c'est simplement pour dire que initialement, on part simplement des moyens à mettre en œuvre, puis ensuite, on voit qu'on se centre sur le patient. Et puis, à partir des années 70, se sont développées des stratégies, l'assertive community treatment est une modalité parmi d'autres qui fait référence à cette notion de case management dans des modalités d'organisation différentes, avec à la fois une prise en charge très intégrée pour les formes les plus sévères, avec l'utilisation de toutes les ressources qui est déjà très importante. Et donc, toutes ces équipes qui font de l'assertive community treatment, de l'ACT, c'est une organisation pluridisciplinaire, un caseload, c'est-à-dire la quantité de patients par case manager ou par professionnel, 10 pour 1, on a des organisations, on est plutôt à 30 ou 40 patients pour un case manager, une organisation extra-hospitalière dans la communauté. Un élément qui est important et qui fait la différence, alors il y a des débats autour de ça dans la littérature entre assertive community treatment et intensive case management, c'est le fait que les cas peuvent être partagés entre différents case managers. Le fait d'avoir des services H24, c'est-à-dire un dispositif qui fonctionne H24, avec tous les services sont fournis par le dispositif et on n'utilise pas tellement d'autres structures et d'autres professionnels. Donc, on voit un dispositif très intégré qui pourrait ressembler à une idée de ce que pouvait être le secteur à un moment donné en France,
Après, il y a des débats enfin, de différentes natures, hein, mais j'essaie simplement de décrire ce système comme il était pensé et développé dans les années 70 avec beaucoup de travaux qui, sur des patients extrêmement invalidés, avec des ressources, l'utilisation de ressources importantes, étaient marqué par une amélioration nette du nombre de la prise en charge, de la satisfaction, de la symptomatologie, un débat autour de l'amélioration ou non des hospitalisations, mais en tout cas, une amélioration qui a entraîné un développement de ce modèle. L'intensive case management, c'est vraiment un modèle qui est assez proche avec la différence. Alors, il y a vraiment des débats dans la littérature autour de ça. Ça serait simplement que dans ce cas-là, le case management est centré et n'est pas partagé entre plusieurs intervenants. Et donc, on a un référent pour un patient. Alors, le caseload reste bas, c'est une intervention très intensive, comme son nom l'indique, mais avec une modalité différente. Et il y a plusieurs papiers où les gens disent, on ne voit pas trop de différence à part ça. Et même ça reste discuté. Puis ensuite, il y a des modèles qui se sont développés un peu plus récemment, basés non pas sur les déficits et la compensation, qui est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans l'assertive community treatment, mais plutôt sur le développement des compétences du sujet. Donc, c'est le strength model. Et en fait, dans ce cas-là, on a une logique différente des types d'interventions. Puis le modèle de réhabilitation, bien connu, qui se développe, hein, une fois de plus, en France notamment, même si ça reste encore, le maillage n'est pas complet, mais il y a une forte volonté du gouvernement d'avancer là-dessus, et donc des moyens, et qui est quand même beaucoup plus centré sur le modèle du rétablissement, sur les buts et désirs du patient, et pas forcément de la même manière sur un modèle qui est moins, on va dire, dans la logique médicale qui pouvait présider à, par exemple, l'assertive community treatment. Alors, ça, c'est un schéma fait par Thornycroft qui est assez intéressant parce que il met en évidence, vous voyez en bas, c'est le degré en abscisse, c'est de faible à élevé, le degré de contact direct entre le patient et le case manager. Et à gauche, en ordonnée, vous avez l'intensité des interventions. Et là, vous avez le courtier en case management, et puis on voit, lorsqu'on monte en augmentation du contact, on peut avoir un fort caseload, c'est-à-dire beaucoup de patients pour un seul case manager, donc avec un staff qui est moins qualifié, des objectifs qui sont plus limités. Puis on peut avoir une diminution du caseload, de cette charge en cas, avec des buts beaucoup plus intégrés, compréhensifs et un niveau de qualification plus élevé. Et puis avec une répartition de la prise en charge, et on est dans la logique là, assertive community treatment, sur la responsabilité d'équipe. Et puis on voit dans ce cas-là la responsabilité individuelle qui peut être observée plutôt dans ces situations où on peut avoir une intervention importante, mais avec pas forcément des contacts fréquents. Donc, ça donne une représentation, et probablement, c'est ce que développait Thornycroft dans ce papier. Il y a 30 ans, il mettait en évidence le fait que les modèles qui se sont succédés, qui ont été séparés par certains auteurs dans des revues de la littérature, etc., ils n'ont pas forcément d'intérêt parce que on a de la peine, par exemple, à séparer ACT, Intensive Case Management, mais plutôt, et on a plutôt intérêt de différencier en fonction des éléments qui président à la mise en œuvre de la stratégie de case management. Et donc, Thornycroft, toujours dans le même papier, il dit, voilà ce qu'on doit définir pour le type de pratique de case management qu'on a. Est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est un travail d'équipe avec pas une interchangeabilité, mais un partage des cas par les différents professionnels? Est-ce que on fait des soins ou est-ce qu'on est un courtier de soins, c'est-à-dire qu'on met les gens en relation avec des ressources? Quelle est l'intensité des interventions? Quel est le contrôle qu'on a sur les coûts? Ça, c'est un élément important dans le déploiement. On est dans un modèle où ça commence à apparaître de cette manière-là. Est-ce qu'on a plutôt des services qui sont basés sur un intérêt sanitaire ou un intérêt social? Quel est le statut du case manager? Et ça, c'est un élément important. C'est quoi son statut professionnel et donc qui permet de définir le champ d'intervention qu'il peut faire? Ce niveau de spécialisation, le rapport entre le volume du staff et puis le nombre de patients, donc ce caseload, la participation du patient, quels sont les points de contact, quel niveau d'intervention, puis le type de population, que ça soit à cause de la pathologie, que ça soit par rapport à un niveau, par exemple, de handicap, que ça soit par rapport à un niveau d'une aire géographique. Enfin, on a vraiment ces éléments-là à définir. Et c'est plutôt en reprenant ces points-là
qu'on peut arriver à formaliser la représentation de l'intervention de case management qu'on veut mettre en œuvre, du dispositif de case management qu'on peut mettre en œuvre et qui va nous conduire bien sûr à l'organisation ultérieure et bien sûr aux besoins qui sont identifiés en termes de professionnels. Alors, les éléments clés, hein, ça c'est un document qui a été fait par le King's Fund en Royaume-Uni sur justement tous les éléments d'un processus de case management. Et en fait, ils décrivent assez bien comment on fait pour mettre en place là. Donc, on part du concept général qu'on a pu identifier, comme je viens de le dire précédemment, et puis on va définir les cas, c'est-à-dire quels sont les cas auxquels on va s'intéresser, c'est-à-dire quelle est la population spécifique, mais le cas, c'est pas seulement la population, c'est par exemple, dans l'exemple qui est donné dans ce document-là, ils disent ça peut être les patients qui sont en risque de rechute. Ayant une pathologie donnée, on risque de rechute. Et donc, le cas, c'est patients ayant des prodromes de rechute et risquant d'être hospitalisés. Et donc, voilà une manière de définir le cas. Les modalités d'évaluation, la planification des soins qu'on va mettre en œuvre, et puis la coordination des soins, généralement effectuée par le gestionnaire de cas dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire, mais en fait qui peut gérer la gestion des médicaments, une prise en charge personnelle avec éventuellement des interventions de type psychothérapique ou de type éducation thérapeutique, par exemple. La notion de plaidoyer, ça c'est advocacy, c'est un élément intéressant parce que c'est vraiment comment, alors c'est une logique qui est à l'œuvre par exemple dans les stratégies de job coaching aussi, c'est-à-dire comment on peut être à un moment donné, de manière délibérée en accord avec le patient, on peut l'aider à constituer les demandes, à organiser ces demandes comme un plaidoyer par rapport à ses besoins et attentes, et la notion de négociation qui peut se mettre en œuvre derrière par rapport aux soins, par rapport à l'hospitalisation, par rapport au travail, par rapport à l'environnement familial. Et donc, en fait, la manière dont on peut travailler avec le patient là-dessus, et donc ça fait partie des éléments. Le soutien psychosocial, on revient sur toutes les stratégies qui peuvent être mises en œuvre et on évoquait l'année prochaine tous les éléments qui vont être mis en œuvre et ça peut faire référence aux compétences. Et puis le suivi, les examens qui peuvent être faits dans la logique de coordination. Et un point important, c'est aussi quand est-ce qu'on décide qu'un cas est terminé. C'est-à-dire à partir de quel moment on dit le cas est terminé. Alors, la CT que j'évoquais tout à l'heure, c'est souvent des cas dans lesquels on considérait que c'était de façon indéfinie. S'il n'y avait pas de limite dans le temps, parce que ce sont des pathologies, des gens très invalidés par leur pathologie, avec des pathologies d'évolution chronique. Et dans ce cas-là, on considérait conceptuellement que ça se maintenait dans le temps. Mais on peut avoir une logique différente de dire, compte tenu des différents éléments de la structuration qu'on peut avoir, ou compte tenu par exemple d'aspects budgétaires, on a vu tout à l'heure que c'était un des éléments, on va décider que c'est pour un temps donné, pendant une période donnée, et que à ce moment-là, il y aura des conditions de clôture du cas qui peuvent faire référence à différentes choses qui sont des éléments importants. Donc ça, c'est la première partie, on va dire le premier cadre général. Merci Pierre-Michel de cette première partie où tu as décrit très précisément donc, le rôle du case manager et la façon dont se décrit le processus ou se définit le processus. Est-ce que maintenant tu peux nous éclairer sur la définition des professionnels? Quels professionnels peuvent travailler comme case manager? Dans quel milieu? Et nous dire aussi quelles sont leurs compétences. Alors, c'est une question, on a vu quand on regarde la définition de case manager, on a vu qu'il y a eu des pratiques qui ont évolué dans le temps, donc des objectifs qui peuvent être extrêmement variés. Hein. Il est très différent de se consacrer essentiellement à la coordination des interactions entre les professionnels ou de se concentrer sur la situation d'un patient donné. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'à cause de cela, on peut considérer que, bien évidemment, les professionnels vont être extrêmement divers. Et donc, on a les case managers, plein de professionnels, et dans les pays anglo-saxons où l'organisation des choses n'est pas la même socialement, en fait, il y a de nombreux professionnels qui sont impliqués. IDE, psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, et donc, en fait, avec forcément, on le voit, des compétences qui ne sont pas les mêmes dans tous les cas, et donc, ces différents types de compétences sont mises en jeu dans l'objectif général. Donc, en fait, on peut
groupés au sein d'une même équipe, on peut avoir différents types d'activités. On l'a vu dans une logique, par exemple, qui serait celle d'un assertive community treatment. On voit qu'on peut avoir besoin d'articuler différents types de compétences. On peut, dans ces cas-là, se partager entre guillemets la gestion d'un cas entre différents professionnels. Et quand on veut que le système prenne en charge l'ensemble du dispositif et qu'on recourt pas à des structures extérieures, ben on peut avoir besoin de toutes sortes de professionnels. Interaction et de connexion entre des structures, des individus qui ont forcément des modalités de fonctionnement différents et donc qui nécessitent un effort de communication. Et donc, il faut vraiment avoir des compétences et des capacités de ce type-là. Il faut avoir des compétences de résolution de problèmes parce que forcément, il n'y a pas toujours des problèmes, mais on a l'idée du case manager, c'est justement de pouvoir mettre en œuvre des stratégies de résolution de problèmes, et puis des capacités de négociation ou de courtage, ce travail de courtier qui permet d'être capable, premièrement, de connaître les ressources, deuxièmement, de savoir comment s'y adresser, parce que savoir que c'est la MDPH qui s'occupe de tel truc, c'est un élément important. Mais à côté de cette connaissance-là, c'est comment on la saisit, par exemple. Alors, c'est pas compliqué, mais c'est des connaissances qu'il faut avoir et surtout qu'il faut pouvoir facilement mobiliser pour une situation donnée. Si on l'a pas, il faut pouvoir aller chercher une ressource qui vous permet de l'avoir. Donc, on voit quand même cette capacité de se représenter et puis ensuite d'aller négocier justement ce qu'on veut obtenir par rapport à des systèmes qui sont pas forcément super discriminants. Et on voit tous à quoi ça peut faire référence quand on s'occupe des patients. Donc, ça justifie une formation qui est importante parce que le niveau de formation est hétérogène, bien sûr, mais il y a une nécessité d'une formation qui peut se mettre en place au fur et à mesure, mais qui est crucial pour, à partir du métier de base, entre guillemets, IDE, psychologue, travailleurs sociaux, ergothérapeute, à partir de ce métier de base, on puisse déployer toutes les stratégies, les objectifs du case management. Alors, ça, c'est des exemples de fiches de poste qui m'ont été communiquées par Julien Dubroc, où ils ont mis en place depuis plusieurs années des case managers dans les différents dispositifs, dans le réseau handicap psychique, mais également, on va le voir dans notre dispositif. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant là, ce qu'on lit dans le profil de poste, alors, c'est intéressant d'écrire ça parce que ça fixe le cadre. Après, c'est pas facile à opérationnaliser. Plus que le métier de base, c'est la capacité à le dépasser pour assurer les fonctions de gestionnaire de cas qui sera recherchée. Donc, on voit que c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'idée qu'il faut avoir ces capacités d'interaction, les capacités de négociation, la représentation et les possibilités de résoudre les problèmes. Mais d'un autre côté, on voit quand même que ça veut dire que vous partez de votre métier base et vous devez en sortir. Donc, c'est pas facile parce que il y a vraiment des enjeux et une fois de plus, c'est facile à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? C'est pas très facile, pas très évident. Et on voit là dans ce cas-là, pour ce gestionnaire de cas qui est référent de parcours, l'interprétation des bilans neuropsychologiques et de l'évaluation fonctionnelle. Donc, on voit cet intérêt-là qui permet de se faire une représentation et de partir de ces éléments-là pour la gestion du parcours du patient et puis toute la connaissance des techniques, des filières de soins. On voit bien, vous voyez, connaissance de la santé mentale et des techniques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec la manière dont on va s'occuper du patient. Et puis, connaissance des filières de soins des différents acteurs. Donc, on voit à cheval, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le case manager clinique et le case manager de courtage, on va dire ça comme ça, le courtier en management, et donc en fait qui justifie vraiment des compétences de nature, et puis les qualités relationnelles, rédactionnelles, travail en équipe. Une autre fiche de poste, qui est une fiche de poste infirmière dans ce cas-là, et donc pour le C3R, Centre référent de réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive, et donc on voit bien la logique de réhabilitation psychosociale que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a une logique bien sûr à ce qu'il y ait des case managers qui s'occupent spécifiquement, mais on voit bien c'est une fiche de poste infirmier. Donc là on est sur un contexte plus spécifique avec des éléments assez particuliers, donc l'accompagnement individualisé. Et puis on voit donc la coordination du parcours, l'évaluation du suivi, la réévaluation régulière, les aspects quand même des entretiens. Alors j'ai pas
tout l'essai de la fiche de poste, hein, les entretiens IDE, la psychoéducation, l'animation de groupe, les aspects de recherche et de liaison. Et c'est important parce qu'on est vraiment sur des choses où on doit pouvoir dépasser le métier initial, mais dans un contexte qui permet de traiter pas mal de choses, et donc du soin à la personne, avec des interventions spécifiques, à des modalités d'organisation, et puis quelque chose qui dépasse, qui a plus un effet général, plus systémique, on va dire, pour parler comme on parle maintenant, et donc qui permet de répondre à des besoins du patient. Alors, pour réussir une implantation, ça c'est dans le document du King's Fund, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, que j'ai déjà cité. En fait, il souligne certains points. Une seule personne ou équipe désignée à la fonction de responsable du case management d'un patient. Et ça, c'est toujours pareil. Si on ne désigne pas les gens, s'il n'y a pas une compréhension par tous de ce qu'ils ont à faire, et pour le patient, bien sûr, de qui est le case manager, en fait, on ne s'en sort pas. Et donc, ça peut être, une fois de plus, ça peut être partagé, mais il faut vraiment que ça soit défini précisément. Définition de la mission. Et on voit que c'est un vrai travail, parce que quand on part d'une fiche de poste, on dit qu'il faut dépasser le métier, mais qu'après on voit l'ensemble des missions et des compétences qui sont nécessaires. Il faut une grande vigilance de la part de l'ensemble de l'équipe et à la part du case manager lui-même pour qu'il y ait une définition de la mission précise. Avoir des compétences cliniques et administratives, c'est-à-dire il ne faut pas se contenter des compétences administratives ou pas se contenter des compétences cliniques, il faut vraiment marier les deux. Faire l'évaluation du caseload, et ça c'est toujours la même chose, on revient sur un élément qui était évoqué par Thornycroft, c'est-à-dire l'aspect de la maîtrise budgétaire, c'est-à-dire si on se retrouve avec beaucoup de patients et qu'on a une charge en cas qui est trop importante pour les intervenants, c'est vraiment un problème. Un point d'accès unique, un processus d'évaluation unique, un plan de soins commun avec une bonne cohérence. Alors, une question qui a été beaucoup soulevée à partir de l'assertive community treatment, c'est vraiment le fait que des patients peuvent développer une vraie dépendance par rapport au case manager. Donc, il y a une vraie question qu'il faut se poser très précocement, de manière à pouvoir être certain que, il y a la question de l'interruption que j'évoquais, mais c'est pas seulement la question de l'interruption, c'est-à-dire, il s'agit pas, et donc c'est l'évolution des modèles, de faire à la place des gens ou de les suppléer ou de les assister comme dans un modèle de soutien comme ça, mais et au bout d'un moment, les patients ne font plus les choses, mais il faut pouvoir valoriser leurs compétences, les développer, les optimiser, les aider à les optimiser. Et donc ça, c'est un problème. La nécessité de la communication, la collaboration avec les soins entre les acteurs des soins et des services sociaux pour définir les objectifs communs, et puis être aussi avec ces aspects de flux financiers qui sont conformes aux objectifs du programme. Donc, on a quand même des conditions qui sont des conditions d'organisation et des conditions de compétences spécifiques des case managers qui sont majeures pour arriver à réussir une implantation. Alors, simplement, il y a une méta-analyse récente, plus récente que ce papier-là de 2000 sur l'intensive case management, mais ça, j'ai cité cette méta-analyse parce qu'elle reprenait des études ACT, intensive case management, avec une fois de plus une certaine confusion, une difficulté quand même à la définition et à la définition des frontières. Et ce que dit Thornycroft, c'est définir les modalités de case management en partant plutôt de ce qui se fait, de la manière dont c'est organisé. C'est probablement plus pertinent que de rentrer les typologies de case management dans des cases. Et donc, simplement, tous les indicateurs sont améliorés. Lorsqu'on regarde de manière globale par rapport à donc les symptômes, les jours d'hospitalisation, etc. Par contre, c'est intéressant, c'est qu'il y a le seul truc qui bouge plus, et alors ça a suscité beaucoup de débats, ça, c'est l'admission plus fréquente à l'hôpital. Alors, c'est pas contre-intuitif, hein, c'est qu'en fait, on utilise de manière optimale parce que les gens restent au total moins de jours à l'hôpital. Probablement qu'on peut faire l'hypothèse qu'ils viennent plus tôt et que ça évite des hospitalisations de plus longue durée. Donc, ça pose des questions, hein, parce que ça, c'est une explication qu'on se donne et on se dit, c'est bien comme ça. Mais c'est quand même une interrogation. Mais sinon, on voit à la fois sur des données un peu dures, c'est-à-dire le nombre de jours d'hospitalisation, etc., mais aussi sur des aspects plus de satisfaction. Et puis, un élément, l'interruption du soin, en fait, on se rend compte qu'on a une amélioration dans tous ces programmes par rapport à des traitements habituels.
Merci beaucoup Pierre-Michel pour ces données très quantitatives qui montrent bien l'intérêt de ce sujet et son importance. Pour en revenir à l'actualité, est-ce que tu peux nous parler des infirmières en pratique avancée? De quoi s'agit-il? Où est-ce qu'on en est? Alors, les infirmières en pratique avancée, c'est l'actualité, hein, puisque, comme je le disais, le décret de la mention psychiatrie et santé mentale est sorti en août 2019, et alors que le décret pour donc, la loi a été promulguée en 2016. Il a fallu 2 ans de discussion pour qu'en juillet 2018, il y ait le décret qui prévoyait 3 mentions. 3 mentions qui étaient oncohématologie, néphrologie et pathologie chronique stabilisée, qui comprennent peu ou prou principalement les pathologies cardio et neuro. C'est intéressant parce que quelques mois avant, 4 mois avant, en fait, la mention psychiatrie et santé mentale était présente. Et cette mention a été retirée. En fait, elle a été retirée sous comment dire, la pression des représentants des psychiatres, hein, nos représentants, qui se sont opposés à la création de cette mention en disant que ça n'était pas possible, ça allait ne pas être pertinent en psychiatrie, avec une opposition assez farouche sur le niveau d'autonomie lié aux compétences acquises par ces professionnels. Il a fallu une mobilisation réelle, notamment des associations de patients, pour qu'il y ait un rétropédalage, une reprise de l'ensemble du dossier et à l'hiver 2018-2019, une évolution dans un certain nombre de réunions assez houleuses. J'ai eu le privilège de participer à quelques-unes pour que cette mention puisse émerger et donc devenir réelle dans les faits l'été dernier. Donc simplement, si je souligne cette petite histoire, c'est pas simplement de manière amusante, c'est que l'implantation de ces professionnels est quelque chose qui n'a pas fait l'objet. Alors maintenant, l'histoire est passée, mais qui n'a pas fait l'objet d'un consensus parmi la profession médicale psychiatrique. Et donc, il faut quand même le garder en tête, et c'est des refus qui ont 2 ans. Hein, on ne parle pas de quelque chose qui arrivait il y a 50 ans. Donc, en fait, c'est quand même un élément important, et donc, ça veut dire que nous, psychiatres, nous sommes divisés sur cette nécessité et cet intérêt des infirmiers de pratique avancée. En pratique avancée. Donc, en fait, un infirmier en pratique avancée, alors, l'idée, c'était de quelqu'un qui a acquis des connaissances particulières et donc qui lui permettent d'avoir une pratique spécifique plus différenciée avec la possibilité d'actes particuliers spécifiques qui sont définis par le critère de compétence, enfin, le référentiel de compétences, pardon, et donc avec un élément très important, c'est que c'est un diplôme d'État, donc c'était un des objectifs qui donne grade de master. Ce n'est pas un simple master, etc. Donc c'est vraiment un diplôme d'État qui est différenciant, hein, puisqu'en fait, alors un simple master, c'est très bien un master, mais simplement, quand c'est un diplôme d'État, on ne peut pas y accéder par d'autres parcours qui font qu'on peut rentrer en master. On a eu des parcours divers et variés. Et là, on doit avoir, on doit être déjà titulaire d'un diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière. Et c'est un diplôme d'État ultérieur qui donne ce grade de master. Et donc, l'idée, c'est que cette activité-là, elle est centrée sur à la fois la pratique clinique directe et à la fois la capacité de coordination des soins. Donc, en fait, il y a vraiment une logique intéressante parce que, vous voyez bien, ça fait pendant à ce que j'ai dit du case management et de la représentation du case manager. C'est-à-dire que c'est une fonction où à la fois on est centré sur le patient et les soins qu'on peut donner au patient, et à la fois on est centré sur des modalités organisationnelles de coordination qui ont un rôle différent. Après, un problème quand même qui se pose, c'est que, enfin, ce qui posait problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème qui se pose, c'est ce qui a posé problème, c'est que ces infirmières ont le droit de prescription. Le droit de prescription, de renouvellement de prescription d'examens de surveillance, de prescription de certains examens qui sont listés très précisément. Et c'était un des motifs de discussion et de débat lorsqu'il y a eu toutes ces oppositions assez fortes pour l'émergence de cette mention, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres disciplines. C'est assez intéressant de le noter. Alors, il y a un problème quand même, et vous l'avez entendu si vous écoutez un peu les informations, pour ceux qui écoutent les informations, en fait, récemment, le ministère a dit qu'il fallait augmenter la formation des infirmières de pratique avancée pour atteindre jusqu'à 5000 infirmières de pratique avancée. Et dès 2018, en fait, globalement, les infirmières de pratique avancée, l'objectif, c'était un objectif double: améliorer l'accès aux soins et la qualité des parcours des patients.
Donc en fait, c'est très ambivalent parce que on crée un nouveau métier avec vraiment un référentiel de compétences hyper précis, mais ce nouveau métier, en fait, on considère que c'est pour décharger d'autres professionnels. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, mais en même temps, si on réduit ce nouveau métier à cela, on va perdre la richesse des compétences et on le voit, les activités d'orientation, d'éducation, de prévention, de dépistage, d'évaluation et de conclusion clinique, de prescription des produits de santé non soumis à prescription médicale, mais aussi des examens complémentaires ou de renouvellement ou d'adaptation des prescriptions médicales. Donc, vous voyez des compétences très élargie. Et en fait, si un infirmier de pratique avancée qui a acquis toutes ces compétences-là son action se résume à renouveler des ordonnances de patients chroniques avec une évaluation minimale pour décharger des médecins dans des contextes de démographie médicale faiblissante, bah, c'est un problème parce qu'on n'utilise pas les compétences. Donc, il y a un problème de démographie médicale, mais moi, je ne pense pas que la création de ce nouveau métier sera optimisée si on résume son intérêt à la réduction de la charge de travail des médecins. Mais bon, c'est un point de vue et je peux en discuter. Alors, l'activité d'IPA, l'IPA suivra des médecins qui ont été confiés, des patients qui ont été confiés par un médecin. Donc là, vraiment un protocole d'organisation. Donc, c'est le médecin qui confie le patient. Donc là, vous voyez, il va y avoir une spécificité. C'est intéressant hein, quand on réfléchit aux histoires de case manager. Donc, avec un protocole spécifique où on définit les domaines d'intervention, les modalités de prise en charge, la régularité des échanges d'informations, la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle, puis la manière dont l'infirmier en pratique avancée va retourner, entre guillemets, le patient vers le médecin. Donc, on voit des modalités comme ça, mais forcément, il va y avoir toute une réflexion sur l'organisation de ces protocoles qui vont être co-construits et il faut que se mettent en place des systèmes un petit peu plus organisés qui permettent une mise en œuvre sans qu'il y ait justement que les infirmiers de pratique avancée deviennent simplement des mini-médecins. C'était en ce moment, on a une promotion d'infirmiers de pratique avancée à Clermont et en fait, c'était ce que redoutaient un certain nombre de ces étudiants. C'est pas un mini-médecin, c'est un infirmier ou une infirmière avec des compétences spécifiques. Il faut une équipe pluridisciplinaire, centrage sur la clinique, mais laisser la place à des activités afférentes, coordination, recherche, enseignement. Et donc ça, c'est les éléments importants. Il faut que ça soit ajusté aux besoins et à l'investissement de l'institution. Il faut que tous les aspects organisationnels et matériels soient pris en compte. Et les décrets qui iraient de la grille dans la fonction publique des infirmiers de pratique avancée sont sortis après la sortie de la première promotion. Ce qui veut dire que c'est toujours un petit peu compliqué. La sécurisation des soins, puis la campagne de communication au sein de l'établissement pour que, en fait, on voit très bien qu'il peut y avoir une compétition avec certains médecins qui étaient opposés, par exemple, à cette notion-là, une compétition avec les cadres, ce ne sont pas du tout des cadres infirmiers, une compétition avec leurs collègues infirmiers parce qu'ils vont être dans une position, ils et elles vont être dans une position différente. Donc, il y a un vrai enjeu de la réussite, mais qui va dans le sens de fournir des nouveaux professionnels avec des compétences qui vont permettre de favoriser des soins intégrés. Donc, on peut penser que ces IPA, compte tenu de leur statut, hein, tout à l'heure il était dit quelles sont la spécialisation et le statut des case managers, un des éléments qui est souligné par Thornycroft il y a 30 ans, et en fait les IPA pourraient avoir un statut tout à fait intéressant dans un projet de case management. Et il est noté hein, dans l'élément du King's Fund qu'un des éléments que pourrait faire une des activités que pourrait avoir un case manager, ça serait la prescription. Et donc, c'est un élément intéressant parce qu'on est vraiment dans les compétences qui seront les compétences des case managers. Et on voit que globalement, ils ont un rôle tout à fait important. Mais maintenant, ces nouveaux professionnels vont sortir, vont apparaître sur le marché et on va être dans une phase où il va falloir décider ce qu'on fait et comment on s'y prend.